Avec plus de 400 000 habitants, Bobo-Dioulasso est la deuxième ville du Burkina Faso. Son nom est formé pour réconcilier les ethnies Bobo et Dioula, So voulant dire maison. Elle est considérée comme le poumon économique du pays. Au début du siècle, la ville s'est enrichie de bâtiments coloniaux, la cathédrale, la gare, qui portent la marque de l'influence de l'architecture traditionnelle bobo, soudanaise et maure. Le marché est entouré d'une enceinte d'inspiration soudanaise. On y trouve beaucoup de fruits et de légumes, Bobo étant situé près de la frontière de la Côte d'Ivoire. À côté du marché se trouve la vieille mosquée de Dioulasso Ba. Érigée en 1880, l'édifice qui repose sur des murs en contrefort est rythmé par une colonnade surmontée de sortes de pinacles qui dépassent de la toiture plate. Les minarets, en forme de cône, sont criblés d'armatures en bois, qui, tout en étant décoratives, assurent la solidité de l'ouvrage et, en tant qu'échafaudage, permettent les travaux d'entretien du bâtiment en terre. Après avoir traversé le marigot le Ouet, dans lequel on trouve des caïmans et des silures sacrées, on arrive dans la vieille ville de Bobo. Une des premières maisons rencontrées, dans le dédale de ruelles et de concessions, est celle de Farama Ouattara, premier ancêtre Bobo dont la descendance habite encore ici. Parmi ces maisons en banco, beaucoup sont d'architecture traditionnelle dioula. Le badigeon blanc autour des portes indique que l'on vend du dolo, bière de mil, qui est fabriqué avec du sorgho rouge. Celui-ci est habituellement mis à sécher sur le toit des maisons. Beaucoup de forgerons travaillent suivant les méthodes anciennes, fabriquant des objets usuels ou de décoration. On rencontre aussi des familles de griots, qui fabriquent de nombreux instruments, djembé, tambour, balafon, flûte, et qui annoncent les nouvelles au son du tambour. Le long du Ouet, les potières fabriquent à la main divers objets en terre et les font cuire dans des fours à même le sol. À une dizaine de kilomètres vers le Mali se trouve le village de Koumi. Visite et photos payantes. Une impression de voyeurisme peut être ressentie en parcourant le village. Les habitants ayant tendance à se cacher des visiteurs ou à demander des cadeaux pour se laisser photographier. C'est un village particulièrement bien entretenu. Les Bobofing y vivent pratiquement en autarcie. Il est divisé en 3 parties. Le quartier des forgerons, le quartier des griots et celui des cultivateurs. L'habitat bobo traditionnel est composé de cases à 2 étages. Celui du haut est réservé aux hommes, le rez-de-chaussée aux chambres des femmes et des enfants et à la cuisine. Certaines maisons, hautes de 3 à 4 mètres, donnent l'impression d'être fortifiées. C'est un village animiste. Chaque maison peut avoir ses fétiches familiaux. Ceux-ci peuvent être au-dessus de la maison, sur la porte ou à l'intérieur.
celui du dessus communiquant avec celui de l'intérieur, qui transmet le message à celui de la porte. Ici aussi, ce sont les femmes et les petites filles qui font les travaux les plus difficiles. À la sortie du village, au fond de grands trous, on aperçoit des feuilles de rognier. C'est la réserve atelier des femmes de Griot pour faire de la vannerie. Ces trous maintiennent l'humidité et la fraîcheur qui permettent aux tiges des graminées de rester souples et plus malléables. Les femmes peuvent aussi y donner des conseils aux jeunes épouses. Comment faut-il traiter le mari pour ne pas avoir de problème ? Située dans une cuvette verdoyante, la région de Sikasso est la seule du Mali à pouvoir faire 2 récoltes par an. Elle reçoit à elle seule autant d'eau que le reste du pays. À la fin du 19e siècle, Sikasso fut entourée d'un mur défensif de 3 à 4 mètres de large et d'une dizaine de kilomètres de périmètre, le Tata. Aujourd'hui, il n'en reste que peu de vestiges. Afin d'avoir une vue d'ensemble sur toute la ville pour ne pas être surpris par l'ennemi, un mamelon fut construit par le roi Thiéba. De forme pyramidale et d'une trentaine de mètres de haut, il sert aujourd'hui de scène de spectacle, notamment pour les jeunes rappeurs de la région. Une piste où l'on croise une multitude de petits villages permet d'accéder aux chutes de Farako. Détente et fraîcheur dans un site merveilleux garanti. À 12 km au sud-ouest de Sikasso, surgissent des rochers de 50 mètres de haut. Ceux-ci abritent des grottes servant de lieu de culte où les animistes viennent faire leurs offrandes. Certaines grottes sont réservées aux chrétiens ou aux musulmans. La rencontre avec Mustapha nous permet d'en savoir un peu plus sur la flore locale et la gastronomie. Je m'appelle Mustapha, j'ai 10 ans. J'habite dans mon village de Misirikoro. Je pars à l'école pour faire le calcul, le dictée, les conjugaisons. J'apprends les leçons. L'arbre, c'est le neureux. On peut manger. On fait les gens, mais je ne connais pas ta nom, quoi. Bamara, on dit les soumara. C'est le mil. On pile le mil pour manger. Si on pile, on prépare et on mange. On mange souvent. Coincé entre 2 rivières, le Baoulé et le Mono, Bougouni, ou Petite Payotte en langue bambara, est une petite ville à 170 km au sud de Bamako. Le marché et les rues aux alentours sont le point névralgique du bourg. On y trouve toutes sortes de commerces.
Dès le matin, on peut prendre un café malien, Nescafé et lait sucré liquide, manger une omelette ou de la viande grillée. Sur les places du village se trouvent une multitude de petits métiers. Les bouchers, découpant la viande à même le sol, les bûcherons, préparant le bois pour la cuisine, les ferrailleurs, qui avec des bidons de récupération fabriquent des fourneaux à charbon de bois, des bassines. Beaucoup d'enfants participent à la vie active, travaillant dès leur plus jeune âge. Des fabricants de charbon de bois, des éboueurs, des jeunes filles qui se font belles, le soir, ces mêmes places sont envahies par une multitude de gamins pour la partie de foot, sport national du Mali. N'ayant aucun site à visiter, une promenade en brousse avec une mobilette peut réserver beaucoup de surprises. Après avoir traversé les champs de coton, les plantations de citron, d'oranges et de mangues, après la rencontre avec un pêcheur sur les rives du Baoulé, ou la visite forcée d'une carrière de sable afin d'essayer de réparer la mobilette, le retour peut se révéler des plus pittoresques. Heureusement que la solidarité n'est pas un vain mot, car en pleine brousse, à 20 km de la ville la plus proche, avec peu d'eau, on se sent très vite isolé. Ayant quitté le goudron et la voiture pour une piste et une moto, on pénètre dans la forêt pré-guinéenne. C'est la région la moins connue du Mali, car la moins touristique. Les visiteurs, peu nombreux, sont très bien accueillis dans les villages. Les enfants ne réclament pas de cadeaux, de biques ou d'argent. Devant les maisons de briques en terre crépies de banco, les femmes préparent le repas en s'occupant des enfants. Dans la journée, peu d'hommes sont dans les villages. Ils travaillent dans les champs,
ou gardent les troupeaux de vaches qui se déplacent dans la savane guinéenne. On voit beaucoup de petites plantations de coton. Les paysans travaillant sans machine, la cueillette, l'égrainage, le foulage sont des travaux très harassants, effectués par les hommes, les femmes et les enfants. On trouve beaucoup de villages de pêcheurs bozo sur les berges du barrage de Sélingué. Celui-ci a une superficie de 34 200 km². Aux heures chaudes de la journée, pendant que les femmes vaquent à leurs occupations, les hommes se reposent ou réparent les filets de pêche. Les enfants, eux, s'amusent et se donnent en spectacle dès qu'ils voient une caméra. En fin d'après-midi, ou tôt le matin, on retrouve les hommes sur le lac pour pêcher de manière traditionnelle avec des nasses ou des filets. Les poissons peuvent être achetés et grillés sur place. La région de Sélingué est la deuxième zone de pêche du Mali après Mopti. D'étranges sculptures en terre surgissent du sol en latérite, certaines atteignant plusieurs mètres de haut. Ce sont des termitières. En Afrique, les termites gèrent littéralement le sol. Ils recyclent la matière végétale et le bois mort, tout en l'aérant et en l'engraissant. Pour faire de telles structures, les termites remontent des profondeurs du sol des particules de terre qu'ils cimentent les unes aux autres en régurgitant une colle spéciale. En séchant, les parois du nid deviennent aussi dures que du béton. La vie, dans les villages, semble calme et reposante. Pas de bruit, de voitures ou de pollution. Seuls quelques transistors ou télévisions sur batterie peuvent rappeler la vie moderne. Après la photo de famille très demandée par les enfants, en arrivant près de Sélingué, on découvre une immense plaine. Irriguée par les eaux du barrage, elle est très productive. Les cultures de riz et de maïs assurent en partie les besoins de la région.
Sélingué, avec moins de 10 000 habitants, est une ville très rurale qui vit grâce à ses activités de pêche, la récolte de riz, de coton et sa centrale électrique. Le barrage, construit de 1976 à 1982 sur le Sankarani, affluent du Niger, produit une grosse partie des besoins électriques de la capitale, Bamako. Les photos et vidéos de celui-ci sont interdites. Dans la rue principale, on trouve de nombreuses échoppes et vendeurs ambulants. Le plus souvent, une enseigne peinte renseigne sur l'activité des commerces. Ici aussi, le baby-foot est très pratiqué. Capitale du Mali, Bamako se situe sur les deux rives du Djoliba, nom malien donné au fleuve Niger, qui, avec ses 4200 km de long, dont 1700 au Mali, est le deuxième grand fleuve d'Afrique. D'une superficie de plus de 250 km² et avec 1,5 million d'habitants, Bamako est le croisement de toutes les ethnies du pays. La principale étant les Bambara, qui vivent dans les régions de Bamako et de Ségou. Les langues officielles sont le bambara et le français. Le développement rapide de Bamako a eu pour conséquence un manque d'infrastructures urbaines, électricité et eau non disponibles dans certains quartiers périphériques de la ville. De plus, il y a de gros problèmes d'assainissement, les Maliens ayant l'habitude de jeter leurs ordures n'importe où, faute d'une sensibilisation suffisante. Les Maliens sont parmi les meilleurs commerçants de l'Afrique de l'Ouest. À Bamako, tout se vend. Il n'y a pas de grands magasins, mais des milliers de petites boutiques et vendeurs à la sauvette. Cireurs de chaussures, coiffeurs ambulants, réparateurs radio, vendeurs de cigarettes à l'unité, médicaments. Les marchés sont très colorés et odorants. On y trouve le nécessaire de l'alimentation. Fruits, légumes, viande, poissons. Sur les rives du Niger, la vie est intense dans les villages de pêcheurs, l'eau étant nécessaire pour une multitude de petits métiers.
Les bruits, semblables aux percussions que l'on entend dans différents quartiers de la ville, proviennent des tapeurs de basins. Les Maliens aiment avoir des vêtements, boubous, tuniques, bien apprêtés. Pour ce faire, le tissu est amidonné et frappé avec un morceau de bois pour le raidir. Comme le disent les chanteurs maliens Amadou et Mariam, le dimanche à Bamako, c'est jour de mariage. Cette cérémonie est la partie religieuse d'un mariage traditionnel bambara. En matinée, les femmes se réunissent pour danser et chanter les louanges des mariés de leur famille. Après le repas, la cérémonie officielle avec les hommes et les imams commence. La somme de 10 000 francs CFA, 15 €, une valise de vêtements et les noix de cola sont amenées par le témoin et le griot du marié. Le contrôle de la valise effectué, les imams et les témoins des deux familles concluent le mariage et redistribuent les noix de cola. En fin de journée, des femmes de la famille du marié viennent chercher l'épouse. Celle-ci a été lavée et habillée par les femmes de sa famille. Le marié, lui, n'est présent à aucun moment de la cérémonie. Autre distraction, les courses à l'hippodrome de Bamako. Après la performance équestre de cavaliers venus de tout le pays et la prestation de musiciens militaires, les courses peuvent commencer. Des paris ayant lieu, le public est rapidement survolté. Ségou, deuxième ville du Mali, est la capitale du royaume Bambara. Ville très propre, calme et reposante, elle vit en partie grâce à son fleuve qui permet en plus de la pêche, la culture de la canne à sucre et du riz. Le Mali, qui connaissait la famine il y a encore 10 ans, est devenu depuis quelques années excédentaire en riz et céréales, qu'il exporte chez ses voisins. Une des spécificités des constructions de Ségou est la couleur rouge brique du banco. Généralement ocre, ce n'est pas la qualité de la terre qui diffère, mais le fait que les habitants adjoignent du karité dans sa confection. Ainsi, la maison résiste mieux aux intempéries.
Entouré par le Bani, un affluent du Niger, Djenné, dont la beauté des lieux a été préservée depuis le XVe siècle, est classé depuis 1988 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses 50 000 habitants, elle est devenue aujourd'hui une ville agricole d'importance moyenne. Une promenade dans les rues tortueuses de la ville, entre les maisons à étages et à frontons, procurera un dépaysement intense. Les maisons en briques de terre et crépis de banco, avec les surfaces quasi monochromes des façades et la rareté des ouvertures, intriguent. Elles sont du style architectural dit maroco-soudanais. Les rues étroites, qui se ressemblent toutes, forment un véritable labyrinthe dans lequel il est facile de se perdre. La mosquée de Djenné est la plus grande structure en terre du monde. Elle a été reconstruite en 1907. Elle peut accueillir jusqu'à 50 000 fidèles. Ses murs sont hérissés de piquets en bois de palmier. Cette armature, bien que décorative, sert d'échafaudage lorsque tous les ans, les maçons recrépissent la façade de banco. Surnommée la Venise verte, Mopti est bâtie sur des îles entourées de marécages et reliées entre elles par des digues. La ville, fondée par les Bozos, se dresse à la confluence du Niger et de son principal affluent, le Bani. Les Bozos, pêcheurs et maîtres des eaux, vivent dans des petits villages le long du fleuve. Ils sont nomades et habitent dans des huttes sommaires en paille ou des maisons en banco. Anciens esclaves touaregs, les Bellas se retrouvent souvent en position de nomadisme. Ils ont gardé les habitudes de leurs anciens maîtres,
vivent très modestement, se déplaçant en fonction des terrains mis à leur disposition. Chef-lieu de région, Mopti compte près de 100 000 habitants, mélange des ethnies Bambara, Peul, Dogon, Bozo et Touareg. Le port dégage une étrange atmosphère qui rappelle parfois les ports asiatiques. Les pinasses affluent de toutes les régions, débarquant quantité de marchandises. Poissons du fleuve, barres de sel de Tombouctou, sacs de riz du delta, paniers de dattes de Gao, oignons du pays d'Ogon. Le jeudi, toute la ville se transforme en une immense foire, accroissant sa population de 10 000 âmes. Sur chaque place publique se tient un marché. Ici, la fête du commerce est permanente. Comme à Djenné, Mopti possède des quartiers en banco avec des maisons de style maroco-soudanais et une très belle mosquée. Au Mali, pour la cérémonie du mariage traditionnel, les femmes de la famille de la mariée portent un boubou identique. Ceux-ci sont achetés par le mari. Le mariage civil et le mariage religieux ne sont pas obligatoirement célébrés le même jour. C'est à la convenance des familles. Une femme qui attend un enfant ne peut pas faire de mariage religieux avant la naissance. Sévaré, ville distante de 12 km, est la banlieue de Mopti. Celle-ci ne peut se développer plus, étant entourée de marécages. Elle n'a pas cessé de croître depuis 20 ans et est devenue économiquement importante. Sévaré ne présente pas d'attrait particulier, si ce n'est son hôtellerie et sa gare routière. Les bus et les pinasses restent les moyens de transport les plus employés au Mali.
Entre Mopti et Gao, la beauté du paysage est à couper le souffle. Il s'agit de la plus belle région du pays. Un décor comparable au site de Monument Valley aux États-Unis. Situé au sud-est du Mali, à la frontière avec le Burkina Faso, le pays d'Ogon est coupé par une falaise de près de 200 km de long et de 400 à 700 mètres de haut. Le plateau, région par laquelle on rentre en venant de Mopti, est très accidenté. Ses habitants subsistent grâce à des cultures irriguées. Les taches vertes sur le sol sont des carrés d'oignons. À la récolte, ils sont réduits sous forme de poudre à laquelle on rajoute de l'eau, façonnés sous forme de boulettes et séchés. L'oignon est vendu sous cette forme ou frais sur tous les marchés du Mali. Tsanga, petit village situé à côté de la falaise, est un point de repère pour les randonnées. C'est là qu'Emmanuel Poudougou, griot et guide à la fois, officie. La falaise de Bandiagara est la partie la plus touristique du pays. C'est ici que se trouvent les plus beaux villages d'Ogon. Ils y sont adossés ou construits sur des éboulis. On y accède par des sentiers entre d'énormes rochers. Chaque village est composé de cases d'habitation qui se distinguent par leur forme rectangulaire et leur toit terrasse. Les villages sont parsemés de greniers, carrés à la base et coiffés d'un chapeau de paille conique dans lequel est stocké le mil. Donc, les Dogons étaient tous animistes quand ils quittaient le Madin. Ils étaient des Malinquiers avec les Bambara et les Bojo. Ils quittèrent leur d'islamisation en passant par Bamako. Arrivés à Ségou, les Bojo sont restés là. Et en passant par Kani Bojon, les Kani Bojon à Kani Komele, d'autres sont allongés la falaise et ils avaient trouvé les Telem. Ils levaient la chasse et la cueillette pendant où la forêt avançait véritablement vers la falaise. Donc quand ils étaient venus, comme ils étaient des paysans, ils avaient besoin de terre. Donc pour des raisons, ils sont restés là-bas à cause de l'eau, de la terre, de l'ombre, être en sécurité. Donc à un bout de temps, ils ne s'entendaient plus avec les Telem parce qu'ils défrichaient la forêt. Les animaux sauvages avaient commencé à fuir, donc enfin ils sont partis. Les Telem sont partis et les Dogons ont hérité certaines de leurs maisons pour mettre des cadavres dedans. On trouve aussi de nombreux totems, taches blanches faites à partir de bouillie de mil, qui sont des offrandes faites aux gardiens du village Amma. Dans ces villages, construits sous les anciennes maisons des Telem, on trouve des cases à palabres, le Toguna, où les anciens se réunissent pour prendre des décisions importantes. Si le toit est anormalement bas, c'est simplement parce que les hommes y règlent des problèmes assis. Si l'un d'entre eux s'emporte en se levant pour mieux se faire entendre, il est rapidement calmé en se cognant le crâne au plafond. Les femmes n'ont pas le droit de pénétrer dans le Toguna. Les hommes ne pénétrant pas dans la maison des femmes en règle.
Dernière ville du Mali sur le fleuve Djoliba, Gao se meurt aujourd'hui. Avec l'avancée du désert, on évoque désormais des problèmes de sécheresse. La vie se concentre beaucoup autour du fleuve, poumon de la cité. De nombreuses rizières parsèment les rives. C'est également la fin de la ligne fluviale Bamako-Gao. Deux peuples fascinants, les Touaregs et les Songhai, vivent à Gao. Les Songhai sont reconnus pour leur hospitalité, leur sens de la fête et leur gastronomie. À l'opposé du fleuve se trouve le campement Bangou. La patronne, Awa Doumbia, est très active. Elle accueille les touristes dans des chambres sommaires mais agréables. Elle s'occupe également d'une association de femmes qu'elle a créée en 1992, pratiquant le commerce et le microcrédit afin de développer la région. Avec très peu de goudron et beaucoup de sable, Gao est une ville très étendue en superficie. Il y a des places immenses et des avenues très larges et longues. Les moyens de transport étant limités, les déplacements sont très longs d'une partie de la ville à l'autre. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Étant la dernière ville avant le Sahel, les jours de marché sont très animés. Les nomades Touaregs viennent du désert pour s'approvisionner et vendre le produit de leurs élevages et de leur artisanat. Sacs, coussins et boîtes en cuir, couteaux et sabres en fer, bronze, ébène. Les noix de kola sont présentes sur les étals. Elles font partie intégrante de la culture africaine, tant comme produit agricole de consommation courante que comme symbole de cadeau à offrir à l'occasion de grands événements, comme les mariages. Son goût unique se caractérise par une saveur amère. On lui prête des vertus aphrodisiaques et médicinales.
Du port de Gao, on aperçoit les premières dunes de sable rose du Sahel. Les hérons, comme de nombreux oiseaux, vivent dans les rizières. Le thé est très consommé au Mali, y compris sur les pinasses. Il a un goût très fort et est très sucré. Le changement de décor est saisissant en arrivant sur la dune rose. D'un côté, le fleuve et ses rizières verdoyantes, de l'autre, le Sahel et son sable à perte de vue.